nous était contée l'histoire d'un énième enlèvement au Cameroun. La presse a largement fait écho cette semaine de ce rapt de 3 religieux, dont 2 Italiens et une Canadienne intervenus à Tchéré, à l'extrême nord Cameroun. Giovanni Paolo Marta, Gian Antonio Allegri et la sœur Gilberte Bussière ont donc été conduits vers une destination qui demeure inconnue par une quinzaine d'hommes armés et qui parlaient français, fait savoir le quotidien Le Jour. Qu'est-ce qui peut expliquer la récurrence d'enlèvement des étrangers au Cameroun, s'interroge le Messager. Devrait-on se demander si le Cameroun est devenu un Eldorado où des preneurs d'otages et autres bandits ont développé du business? Interrogeons-nous également sur ce qu'a produit la session du mois de mars au Parlement du Cameroun. Si Cameroun Tribune évoque le satisfecit de Nyadi Fendi Marcel et de Kavaye Djibril, respectivement président du Sénat et président de l'Assemblée nationale, la nouvelle expression et mutation estime que c'était une session pour rien. Session durant laquelle l'argent aurait été plus important que des projets ou des propositions de loi. Mais est-ce vraiment le cas? La presse a-t-elle raison de le dire? Que penser également du traitement qu'elle a réservé cette semaine à la commémoration du génocide rwandais? A-t-on pu restituer la vérité sur l'accusation formulée une fois encore par le Rwanda à l'endroit de la France, et ce 20 ans après ce triste événement qui a fait perdre la vie à un peu plus de 800 000 personnes? Madame, bonjour. Messieurs, bienvenue à Droit de réponse. Droit de réponse est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat. Ainsi, sur ce plateau, tous les dimanches, des acteurs de la scène politique, des journalistes également, se succèdent pour tenter de comprendre et de répondre également à la presse. Bienvenue donc à tous et à toutes. Dans un instant, on fera d'ample connaissance avec nos invités pour ce dimanche. Mais avant, un tour dans les kiosques pour se rassurer et se remémorer comment la presse a évoqué ces actualités. Jean-Paul Choumiak, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être encore là ce dimanche encore. C'est toujours un plaisir. Alors, qu'a dit la presse au sujet des actualités suscitées? Effectivement, on va commencer par le journal La Météo qui a mis en sa une et l'enlèvement des religieux expatriés à l'extrême nord Cameroun, à qui profite la mafia, titre La Météo du lundi 7 avril. Le journal donne donc comme premier élément de réponse, avance que Kavaye Djibril et Amadou Ali soupçonnés d'entretenir le business. Dans son édition du 10 avril, La Météo s'appuie sur le mode opératoire des enlèvements comme élément de preuve contre des dignitaires du régime entretenant cette filière. La facilité et la célérité des négociations montrent qu'il y a des zones d'ombre à éclaircir dans cette affaire. Amadou Ali, ministre de la République, n'a-t-il pas hébergé 4 jours durant les membres de Boko Haram, conclut La Météo. Pour Europe Plus, nul doute, les commanditaires se retrouvent dans l'entourage du chef de l'État. Ces enlèvements à répétition sont une nouvelle vache à lait pour certains dignitaires de se constituer un trésor de guerre au détriment de l'État, titre le journal. Pour le quotidien Le Messager du 11 avril, le journal s'interroge comment comprendre ces enlèvements répétés alors que l'armée a déployé dans l'extrême nord des unités spéciales bien entraînées et encore mieux équipées. Et le quotidien Mutation d'indiquer que l'armée est aux trousses de Boko Haram. Pour le quotidien Le Jour, Paul Biya interdit tout contact avec Boko Haram, excluant de ce fait le paiement d'une quelconque rançon, alors que des rapts précédents ont déjà coûté entre 4 et 8 milliards de francs CFA au Cameroun. Pendant ce temps, un des présumés mis en cause cités dans cette affaire interpelle l'exécutif. Le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour obtenir la libération des otages, écrit Le Messager. Et s'agissant donc de cette affaire, le journal indique clairement qu'il faudrait creuser pour avoir la vérité sur cette affaire. Deuxième arrêt de cette émission, c'est la session parlementaire qui vient de s'achever pour le quotidien La Nouvelle Expression. Le journal parle de rendez-vous manqué du Parlement. Rien n'a été dit sur la création d'un poste de vice-président de la République. Députés et sénateurs n'ont pas comblé les attentes suscitées. Impasse sur des projets de loi attendus, compte d'affectation spéciale à la presse, relecture de la Constitution, règlement intérieur des 2 chambres, tout est dans un blackout total, écrit Le Messager dans sa parution du 8 avril. Une session pour rien, dira le quotidien Mutation. Députés et sénateurs retournent en congé sans avoir dit mot sur des projets de loi d'envergure. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale mis aux oubliettes comme bien d'autres projets.
Troisième et dernière articulation de cette édition de Droit de réponse, le génocide rwandais de 1994. Commémoration sous fond de polémique, Paul Kagame a une nouvelle fois accusé la France de participation à l'exécution de l'Holocauste de 1994. Accusations qui ont irrité les autorités françaises à s'absenter des cérémonies organisées à Kigali la semaine dernière, relate la météo. Et sur le rôle trouble de l'Occident, écrit encore la météo, à la seule évocation de l'ingérence étrangère dans le conflit meurtrier dans les Grands Lacs, la France vient à l'esprit. Sur le Rwanda, Mutation a repris les propos d'un ex-ministre de la Défense français, de la Défense. Pour Paul Kiles, l'action de la France a été limitée, voire insuffisante et même tardive. Autre personnalité qui a vivement critiqué la gestion du génocide rwandais, c'est le général canadien Roméo Dallaire. Il a décrié l'indifférence de la communauté internationale pour avoir été à cette époque commandant de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda. Pour le journal La Météo, 20 ans après le génocide rwandais, les séquelles Tutsi restent indélébiles. En 100 jours d'abomination d'avril à juillet 1994, la boucherie humaine a fait périr 800 000 personnes, dont 90% de Tutsis. La peur du massacre a fait 1 200 000 déplacés vers le Kivu, indique la météo dans son dossier sur le Rwanda. Sandrine, voilà pour ce qui est du traitement de voilà pour ce qui est du traitement qu'a réservé la presse à ces trois actualités, à savoir l'enlèvement des otages dans l'extrême nord Cameroun, la session parlementaire et enfin le génocide rwandais. Merci à vous Jean-Paul Chouniat. On l'a donc bien compris pourquoi et comment la presse a dit ceci ou cela. Bref, on en reparlera dans un instant avec nos invités que je vous présente d'ailleurs. C'est dimanche. Nous sommes en compagnie de Suzanne Kalalobé. Bonjour Suzanne. Bonjour Sandrine Yamga. Merci d'être là ce dimanche encore. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Bonjour également à Jean-Claude Tuilin. Je rappelle qu'il y a quelque temps, avant les municipales du 30 septembre 2013, vous étiez encore adjoint au maire de Douala 5e. C'est bien cela? Mais disons que c'est ça. Et j'ai pris du plaisir. Et puis ça a même été un honneur pour moi de servir mes concitoyens de l'arrondissement de Douala 5e, n'est-ce pas? Je signale que vous continuez toujours de militer dans les rangs du RDPC. Cela n'a jamais changé. Ben, pourquoi voulez-vous que ça change? Un engagement politique. Est-ce qu'on fait de la transhumance politique? Au RDPC, je ne crois pas. On ne fait pas de la transhumance politique ni du nomadisme. Très bien. Quand on s'engage en politique, c'est pour la vie, en fait. C'est sur une longue durée. C'est sur la durée, aussi longtemps que Dieu va me prêter longue vie. Très bien. Bon, je serai toujours RDPCiste. Merci également au directeur de publication d'Europe Plus, Michel Michaud-Moussala, de nous faire l'honneur de répondre à cette invitation. Bonjour Sandrine, bonjour à tous les téléspectateurs de Kinos Télévision. C'est un plaisir pour moi de venir échanger. Pas de raison que je ne vienne pas quand l'actualité m'interpelle. Très bien, merci à vous d'être là. Et on va dire bonjour au seul député qui a véritablement accepté de prendre, d'accepter cette invitation, l'honorable Joshua aussi du SIF. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, bonjour aux téléspectateurs. On est peut-être en droit de se demander comment s'est achevée la session. Très bien, le 9 avril dernier. Elle s'est achevée, oui, s'est achevée très bien, je ne peux pas dire plus. Un peu en larmes quand même. Pourquoi? Avec le décès de l'honorable Pacol et l'hommage parlementaire. Oui, tout à fait. Donc, je veux dire, c'est la vie. Donc, quand on est dans une institution comme l'Assemblée, on doit nécessairement avoir un cœur humain. Et je pense qu'on a eu une minute de silence lors de la cérémonie de clôture de la session de mars. Et on a été nombreux à ses obsèques et je pense que c'est quelqu'un qui a marqué la vie politique du Cameroun et du littoral et il avait droit à ces honneurs-là. Très bien. Merci donc à vous d'être là et on va donc commencer cette édition par évoquer ce sujet d'actualité, c'est cet enlèvement des religieux qui est intervenu à Tchéré, à l'extrême nord Cameroun. Et on tente donc de se demander, Suzanne Kalalobé, pourquoi la presse a attribué cet enlèvement dès les premières heures à Boko Haram. Pourquoi? Parce que c'est automatique et que l'on ne cherche pas d'abord à vérifier une information et qu'il faut un scoop. Il y a une telle routine à croire que c'est Boko Haram que bon,
on balance l'information de cette manière-là. Je crois que c'est simplement les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent ne leur permettent pas, en réalité, d'être proactifs. C'est-à-dire une information, une enquête, et ensuite on balance. Donc c'est comme d'habitude. Alors c'est peut-être parce que le modus operandi de ces personnes a fait croire à la presse qu'il s'agissait de Boko Haram. C'est pas tout à fait le modus operandi de Boko Haram. C'est-à-dire il y a eu rapt, mais on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Mais on sait qu'il y a eu rapt et que des gens étaient kidnappés. Mais est-ce que c'est comme ça que Boko Haram procède? Non. Pas d'habitude, ils ne procèdent pas comme ça. Peut-être parce que ça a été ciblé sur des religieux et encore bon. Je pense que c'est juste par absence de vérification de méthode, c'est tout, de manière automatique. Michel Moussala, la presse, pour continuer avec elle, on l'a dit il y a un instant, a aussitôt dit que l'enlèvement est du fait de Boko Haram. Est-ce qu'il est possible d'expliquer cela alors que l'enlèvement n'avait pas été revendiqué? Ben écoutez, vous-même vous faites bien de dire que l'enlèvement n'a pas encore été revendiqué parce que les méthodes de Boko Haram, en fait, en ce qui concerne Europe, plus nous n'avions pas interpellé Boko Haram dans le cas d'espèce. Ce n'est pas le premier enlèvement. Il y a d'abord eu un prêtre français et donc le rendement médiatique des médias français fait allusion au Boko Haram. C'est le lieu de se poser plus d'une question. Parce que moi, dans mon traitement de l'information, il me semble que depuis un temps, après la répression faite contre les coupeurs de route au nord, à la partie septentrionale du pays, je crois que les autorités ont eu une véritable volonté de mater ce qu'on appelait les coupeurs de route. Après investigation, j'ai constaté que la nouvelle formule n'est pas celle toujours de croire qu'on nous affiche le Boko Haram comme étant ceux qui enlèvent. Parce qu'en fait, les méthodes du Boko Haram, quand ils procèdent aux enlèvements, ils revendiquent l'enlèvement. Aujourd'hui, c'est un blackout total, si vous le remarquez, qu'il n'y a pas de revendication de Boko Haram. Et je continue à dire que, selon mes informations, que les deux prêtres canadiens, italiens et la canadienne, la religieuse canadienne, sont toujours dans le sol camerounais. Et qu'il met l'une des attitudes des autorités camerounaises en charge de la sécurité m'a paru un peu bizarre parce que j'ai vu la sortie du ministre de la Défense quand il arrivait qu'on annonce le rapt de ces prêtres, qu'ils disent qu'il venait d'avoir des instructions du chef de l'État. Comme si les missions régaliennes du ministre de la Défense n'étaient pas celles d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Alors, sur quoi vous basez-vous pour expliquer que, Michel Moussala, sur quoi vous basez-vous pour expliquer que les deux Italiens et la Canadienne sont encore sur le sol camerounais? Ben écoutez, entre le lieu où l'enlèvement s'est produit et les frontières du Cameroun, il y a 200 km à parcourir. Encore qu'il faut qu'on revienne sur le type d'information qui avait été donné. L'évêque de Marois, qui avait quelques jours avant signalé aux autorités chargées de la sécurité qu'il a des informations selon lesquelles des individus voudraient bien mettre la main voudraient enlever ces prêtres et qu'on n'ait pas pris des mesures sécuritaires pour sécuriser ces prêtres. C'est vrai, peut-être qu'ils sont plus de 200 de ce côté, peut-être 5 ou 20, 30 ou 40. On ne peut pas mettre derrière chaque prêtre un policier. Mais je crois qu'à partir du moment où il a eu cette information et qu'on n'ait pas pris des mesures sécuritaires, ce qui me surprend, j'ai bien dit tout à l'heure, que c'est cette attitude d'une sortie qui me paraît bizarre du ministre de la Défense qui disait que sur haute instruction du chef de l'État. Est-ce qu'on a besoin de citer, d'interpeller, d'attendre l'instruction du chef de l'État pour qu'on se déploie, pour sécuriser des citoyens qui sont dans votre sol, alors que c'est la mission régalienne du ministre de la Défense? Ceci me paraît bizarre. Et puis de deux, la presse qui paraît parler des enlèvements faits par le Boko Haram, ceux-là peuvent avoir raison parce que pendant au moins 3-4 semaines, on a passé le temps à nous dire de prendre des mesures. Les Français eux-mêmes ont sécurisé l'école française à Yaoundé en disant qu'ils ont des informations selon lesquelles les Boko Haram viendraient faire des enlèvements. Donc, la première idée qui revient à la presse, c'est que puisque ces différents enlèvements qui sont opérés ont été faits par les Boko Haram, mais moi, je pense qu'ici, dans le cas d'espèce, il n'est pas question de parler de Boko Haram parce qu'une semaine plus tard, il n'y a pas de revendication de Boko Haram parce que leur méthode est de faire des revendications, mais il y a que de par nos investigations, c'est devenu un instrument maintenant
de commerce. Très bien, on y reviendra dans un instant, le temps de s'interroger avec l'honorable Joshua aussi. Est-ce qu'on a jusqu'ici pu expliquer pourquoi il y a cette récurrence d'enlèvement, notamment des expatriés dans la partie septentrionale du Cameroun? Écoutez, je pense qu'il est évident que après les enlèvements de Boko Haram dans la région, que Boko Haram est présent au Cameroun, que notamment dans le département du Mayo-Sava et peut-être un tout petit peu dans le Mayo-Tchanaga et le Logon et Chari, les activités de Boko Haram y sont présentes. Je pense qu'on devrait aussi se pencher sur les inquiétudes des autorités nigérianes, qui ont notamment se sont offusqués du fait que les Camerounais ne les aident pas à traquer Boko Haram correctement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une traque de Boko Haram du côté de Nigeria, dans l'état de Borno et les autres, que ceux-ci se réfugient au Cameroun. Et je pense qu'aujourd'hui, il est évident que Boko Haram est actif au Cameroun, a des bases au Cameroun, a des bases au Tchad, a des bases au nord de la Centrafrique, a des bases au Nigeria où ils sont notamment traqués. Boko Haram, s'il s'agit bien d'eux, parce que je ne veux pas spéculer sur le dernier enlèvement, Boko Haram, s'il s'agit bien d'eux, ils ont besoin d'argent pour fonctionner. Et une des façons pour lever les fonds, c'est de prendre des étrangers. Mais il est aussi évident et il est aussi clair qu'entre-temps, beaucoup de Camerounais se sont enrichis avec les 2 derniers enlèvements. Cela est connu de tous. Si vous vous promenez dans les rues de Marois, on vous pointera même les villas qui se font construire en ce moment avec cet argent-là. Et donc il est évident qu'au fait, comme Michel Moussala l'a dit tout à l'heure, c'est devenu un fonds de commerce, c'est devenu un nouveau type de commerce dans la région. Maintenant, il y a aussi, il ne faut pas négliger le fait qu'il y a aussi des batailles politiques dans la région, sans merci. Donc est-ce que ces batailles politiques organise aujourd'hui des enlèvements pour essayer de salir la réputation des uns et des autres? J'en sais rien. Je pense que pour l'instant, l'enquête est en cours. J'espère qu'on retrouve ces otages le plus vite possible. Et à chaque fois que je suis interpellé sur ce fait, je rappelle aux Camerounais qu'il y a des milliers de Camerounais qui sont en otage dans la région de Bakassi, même au nord Cameroun, par ces mêmes brigands. Et chaque fois qu'on enlève des Camerounais, cela ne fait pas grand bruit. D'ailleurs, on les relâche à des centaines de milliers de francs CFA, mais quand on prend des étrangers, c'est des millions d'euros qui passent et ça fait beaucoup de bruit. Donc il faudra aussi se pencher sur tous ces Camerounais qui sont enlevés aujourd'hui par les mêmes brigands. Et puis j'aimerais aussi revenir sur ce que Michel Moussala expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai été choqué des sorties du ministre de la Défense. Je pense que c'était maladroit. Je pense que, en fait, ça a semé plus de confusion qu'autre chose. Et encore une fois, bon, j'aimerais pas polémiquer là-dessus parce qu'aujourd'hui, l'important, c'est de retrouver ces otages-là, qu'ils soient libérés sains et saufs, et puis qu'ensuite, après 3 coups de ce genre et des milliers d'autres avec des Camerounais, qu'on essaye de mettre sur pied un système sécuritaire tel que ça ne se reproduise plus. Alors, Jean-Claude Chulin, finalement, on parle de confusion et de commerce, peut-être une logique mercantile même autour de ces enlèvements des religieux. Est-ce que cette thèse semble passer pour vous? Ben écoutez, il faut déjà noter que c'est déplorable que nous soyons en train d'avoir des problèmes à nos frontières, parce que les problèmes de la sécurisation de nos frontières se posent avec beaucoup d'acuité, beaucoup de sérieux. Et je dirais que selon un rapport récent, le Cameroun, l'armée camerounaise est la mieux équipée de l'Afrique centrale. Et on pourrait éventuellement s'interroger, comme les autres, pourquoi est-ce qu'avec tout cet arsenal, nous n'arrivons pas à sécuriser notre frontière et qu'on vienne de temps en temps enlever des gens au nez et à la barbe de nos militaires. Mais je fais confiance à l'armée camerounaise. Je voudrais quand même rebondir sur les interrogations
que pose l'honorable Ochi, vice-président et en même temps député, et le DP. Vice-président du SDF. Vice-président, oui. Et le DP de l'Aurore. Écoutez, le MINDEF, ça c'est une mise au point, le MINDEF, qui est le ministre délégué chargé de la défense, n'est pas le chef suprême des forces armées camerounaises. Le chef suprême de l'armée camerounaise, c'est le président de la République. Et à ce titre, le ministre de la Défense, ou ministre délégué, doit nécessairement faire mention du fait qu'il a reçu les instructions du chef de l'État. Et quand le président travaille, il faudrait que les gens sachent que s'il y a un problème quelque part, le président est au courant et qu'il a instruit son ministre de la Défense à faire le travail qui serait nécessaire pour arriver à retrouver ces otages-là. Et c'est ce que je tenais à dire. Et puis pour le reste, ce ne sont que des hypothèses, n'est-ce pas? Oui, je voudrais revenir sur le traitement par la presse de cet événement et un peu montrer ce que je trouve un peu une forme d'inconséquence de notre part. La première chose, c'est les otages des religions étant enlevés. On dit qu'ils sont des otages sans que personne n'ait réclamé quoi que ce soit en ce qui les concerne. Ensuite, il y a beaucoup d'informations qui ont circulé dans la presse. D'aucuns disaient que la sécurité de proximité était au courant qu'il y aurait un enlèvement d'otages et qu'il semblerait même que les bandits, parce que ce sont des bandits, auraient prévenu en disant si on n'a pas l'argent à telle heure, nous allons partir. Ce qui montre qu'on a affaire à véritablement je dirais pas du grand banditisme, mais de la délinquance qui s'est appuyée sur le sensationnalisme à partir duquel nous avons traité les premières prises d'otages. Quand dans la presse, on rend compte du montant de la rançon et qu'on sait que les gens sont rendus, entre guillemets, qu'il y a une rançon, on favorise le développement d'une petite délinquance autour de l'enlèvement des religieux. Alors, et on va cibler... Comment vous faites la différence dans ce cas entre délinquance et grand banditisme? On va cibler, par exemple, les religieux, ces religieux-là, et puis on va faire comme les coupeurs de tête-fond, ou bien comme quand on vient voler chez vous. La différence, c'est quoi? C'est que les otages, tels qu'ils sont, n'ont pas une puissance en tant que telle, pas de notoriété pour ce qu'elle est. Et en quelque sorte, c'est des religieux, des citoyens communs, des civils ordinaires, que l'on enlève en essayant d'obtenir quelque chose. Alors la seule plus-value qu'ils ont, c'est qu'ils sont des religieux, il y a des Italiens et des Canadiens. Donc ceux qui enlèvent comptent sur le fait qu'ils soient des étrangers pour que la mise soit un peu plus importante. Ce que je dis, moi, c'est que... Et donc vous confirmez qu'il y a quelquefois eu de la rançon? Non, je ne confirme rien. Je dis que même s'il y a rançon, il n'est pas forcément bien de le dire. Parce que le fait de le dire alimente justement beaucoup de fantasmes et fait que les gens vont se dire bon, je vais enlever, on a donné de l'argent à tel, moi aussi on va me donner de l'argent. Joshua Michou Moussala disait que c'est un fonds de commerce. Fonds de commerce pour qui? Et fonds de commerce, comment c'est-il devenu? On aurait très bien pu taire le fait qu'il y a eu des rançons. Pourquoi? Parce que c'est bien de ne pas attiser les appétits de délinquants. Et là, il s'agit d'une petite délinquance. Ça ne veut pas dire que le problème n'est pas important. Et le traitement que nous faisons de ce type de questions est important pour non pas contenir la crise, mais quand même donner un certain nombre de limites. Alors, il fallait peut-être pas que la presse cite ou bien fait savoir qu'il y a eu des rançons qui ont été versées après l'enlèvement du père Georges Van der Bush, après également l'enlèvement, puis la libération de la famille Tanguy Moulin-Fournier, Michel Mouchou-Moussala. Ben écoutez... C'était peut-être une erreur que de dire que des rançons parfois coûtant entre 4 et 8 milliards de francs CFA. Ouais. Ben, cette approche n'est pas seulement celle des médias camerounais. Et c'est pas la première fois, c'est pas seulement sur notre ciel qu'on fasse des enlèvements. Il faut se rappeler que partout dans le monde, il y a des enlèvements. Allez savoir ceux qui sont encore enlevés au Mali et qui sont enlevés au Nigeria. Les médias, d'autres médias, hors des médias camerounais, ont parlé des rançons exigibles par ceux qui enlèvent. Donc, il n'y a pas question qu'on vienne dire qu'au Cameroun, le fait que la presse ait pu parler des rançons soit une particularité de la presse camerounaise. Non. Nous avions tout simplement, à travers des investigations, et vous vous rappelez bien qu'on a eu à parler, à commenter sur des individus qui ont été des intermédiaires sur des enlèvements, le dernier enlèvement du prêtre français, de Père Georges, où il s'est avéré que les intermédiaires se sont plaints de n'avoir pas eu les fonds qui étaient en fait disponibles pour le travail qu'ils ont exercé, l'intermédiation qu'ils ont faite. Deux, je voudrais dire à M. Tulène
qui ne viennent pas endormir les esprits ici. Le président de la République n'est pas le... Vous êtes un commandant de brigade dans une circonscription bien donnée. Prenons le commandant de brigade d'Aqua. C'est comme le cas, je vais lui rafraîchir la mémoire, le petit qui a été, dont on est allé trouver la tête au cimetière du bois de Saint-Jean son temps, où les éléments de la police avaient eu l'information selon laquelle il y a des gens qui s'apprêtaient, on était venu négocier une tête pour un enfant de moins de 20 ans, ou moins de 10 ans, je vais dire. On a laissé que l'acte se pose, pendant que la police préventive, à son temps, aurait pu dire, bon, écoutez, nous prenons les dispositions pour que si ces individus viennent à ces lieux, qu'on les arrête, au lieu d'attendre qu'on égorge la personne. Je disais tantôt que le commandant de brigade ne va pas attendre les instructions de son commandant de compagnie s'il a une information. Ce n'est pas parce qu'on est le premier, ce n'est pas parce qu'on est... Non, je vais tout simplement rappeler un certain nombre de choses, Suzanne. Non, donc... Non, sauf que quand quelqu'un veut dire quelque chose qui se rappelle un peu sur des problèmes historiques, parce que je veux dire quelque chose qui relève de la prévention. Le fait que l'évêque de Maroua ait pu donner l'information, je crois qu'on devrait prendre des mesures, des précautions pour qu'on dise que, bon, écoutez, tout type d'information devrait être revêtu d'un caractère sécuritaire. Donc, on a laissé faire la chose et puis, il faut bien se poser des questions. Nous sommes une semaine plus tard. On vient nous dire, une semaine d'enlèvement, personne n'a revendiqué. Et la presse est dans son rôle de dire que voilà, il se passe un certain nombre de choses qui n'ont pas été agencées. Et c'est la raison pour laquelle on estime que les missions régaliennes de tous ceux qui sont en charge de la défense et de la sécurité des personnes et des biens dans ce pays est celle que dès que vous avez la moindre information, que vous la recoupiez et que vous vous mettiez au travail. Alors vous semblez peut-être choqué par la phrase du ministre de la Défense qui dit avoir agi sur haute instruction du président de la République. Mais monsieur Biya n'a pas besoin qu'on agisse, il vous nomme pour que vous posiez des actes. Michel Moussala, il y a également qu'il y a certaines informations et surtout des recommandations qu'il a dit elle veut lui donner à ces éléments du côté du septentrion. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt prendre en compte ces déclarations? Ce qu'attendent les citoyens camerounais, c'est de savoir que dans les instances quotidiennes, qu'ils sont en sécurité. Donc, et dont ils savent qu'il y a des responsables qui sont nommés. Les députés sont là pour réviser les lois et nous donner et faire passer ces lois. Donc, le militaire, le policier, le gendarme est là pour sécuriser les citoyens. Alors, le ministre de la Défense est dans ses missions que de nous tambouriner en nous disant, écoutez, le président de la République vient de m'instruire. Il fallait que le délégué général de la Sûreté nationale aussi sorte. Le président de la République vient de m'instruire. Le commandant de compagnie, le ministre de la Défense vient de m'instruire. Non. Je disais donc que cette sortie médiatique n'a pas son sens plus qu'une semaine plus tard. On nous a fait part, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un redéploiement des nouvelles unités de sécurité qui ont été mises en place. Dans cette partie surtout, on nous a fait un rendement médiatique. Mais nous voulions savoir quels sont les faits escomptés de cela. Très bien. Alors, Jean-Claude Chulène, finalement, c'est à se demander, et tel que la presse s'est d'ailleurs interrogée, si le Cameroun est devenu un Eldorado pour un business, pour ces malfrats, ou bien ceux que Suzanne Kalalouba appelle des petits délinquants. C'est peut-être exagéré de le dire, mais enfin, il faudrait que M. Moussala, DP, sache ceci. Lorsque vous interpellez un ministre qui est ministre délégué chargé de la Défense et qui fait son travail en ayant reçu les instructions de celui qui est le chef suprême des armées, qui, de surcroît, a prêté serment de garantir la sécurité territoriale du Cameroun et de garantir la sécurité de tous les citoyens, y compris biens immobiliers. Vous trouvez que c'est exagéré. Mais vous n'êtes pas surpris, vous, quand le président Obama, à 5 h du matin, autour d'un staff, gère une opération à des milliers de kilomètres parce qu'il faut abattre un terroriste. Ça, vous ne vous interrogez pas pour dire que il y a quand même un secrétaire d'État à la Défense. Pourquoi est-ce que le président Obama doit se voir obligé d'être debout à 5 h du matin parce qu'il faut aller traquer un terroriste à des milliers de kilomètres. Je reviens sur la question qui m'est posée. Il ne faut pas endormir, il ne faut pas dire des choses dont vous n'avez pas la maîtrise. Monsieur le DP, nous connaissons. Vous faites de la com, moi je ne fais pas de la com. Je suis venu faire un débat. Je ne suis pas venu faire de la com sur ce plateau. Mais vous faites de la com. Et voilà la différence. Revenons donc à la question que vous me posez. Je dirais qu'en réalité, il y a des soupçons
On peut même l'affirmer que cette affaire-là est manipulée par des cagoulards, c'est-à-dire des gens qui se cachent dans l'ombre et qui tirent les ficelles. Mais maintenant, j'aurais souhaité, et c'est ça le rôle de la presse, que lorsque la presse fait une enquête, qu'ils identifient, qu'ils mettent des noms sur des visages et qu'ils viennent sur un plateau comme celui-ci, ou bien quand il fait l'éditorial, qu'ils nous indiquent les pistes, qu'ils disent que voilà où ça vient, c'est comme ça. Mais au lieu de nous laisser dans un flou perpétuel journalistique, je souhaiterais... Mais il y a quand même des noms, il y a peut-être des pistes qui ont été données lorsque... J'ai lu, sans faire de publicité, Aurore, je l'ai lu, parcouru, relu. Mais permettez-moi de vous dire que je suis sorti de cela sans pouvoir dire exactement qu'est-ce qui se passe en réalité et comment ça s'est passé à Maroua. Comment est-ce qu'on a procédé pour l'enlèvement? Qu'est-ce qui a enlevé ces gens-là? Et quels sont les gens qui manipulent et qui tirent les ficelles? Ce sont des interrogations qui appellent des réponses. Et des réponses de la part du journaliste qui prend la peine de prendre sa plume et de faire son papier. C'est ce que je dis. Non, monsieur Tchoulen, vous permettez, nous n'allons pas faire l'opposition. Nous n'allons pas faire l'opposition du juge au policier. Nous n'allons pas faire l'opposition du juge au policier, monsieur le DP. Je voudrais simplement dire que ni vous ni moi, au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons mettre le nom sur un visage par rapport à ce qui s'est passé à Maroua. C'est vrai que, sans doute, il y a eu quelques flottements entre le moment où l'évêque a sans doute saisi les autorités et le moment où il y a eu l'enlèvement. Ça, on peut peut-être le déplorer. Mais toujours est-il que, qu'est-ce qu'il en sait, lui? Parce que ça relève de ce que l'on appelle secret de France. Qu'est-ce qu'il en sait? Est-ce qu'il est certain qu'on n'a pas pu, au moment où on a reçu l'information, essayer de le regrouper et de procéder à une espèce de vérification d'usage? Est-ce que ça n'a pas été fait? Bon, il ne le sait pas non plus. Honorable Joshua, c'est à se demander également pourquoi toujours au Cameroun, ces derniers temps, on n'entend que parler des enlèvements. Au Cameroun, on parle également de rançon et finalement les thèses de commerce et autres personnes qui seraient tapies dans l'ombre, notamment des Camerounais, commencent de plus en plus à porter dans l'opinion. Comment il est possible pour vous d'analyser cela? Parce que quand vous enlevez un étranger au Cameroun, les Camerounais payent. C'est aussi simple que ça. Si on ne payait pas, il ne reviendrait pas. Vous savez, vous devez prendre des décisions lourdes, des décisions fortes, des décisions courageuses. Et soit vous payez, soit vous ne payez pas. Quand vous payez, ils vont continuellement revenir. Et tout le monde qui est un tout petit peu renseigné au Cameroun savait qu'il allait avoir un enlèvement. Tout simplement parce qu'une partie de la rançon du dernier prêtre n'avait pas été payée complètement, avait été soustrait. Et c'était un secret pour personne. Donc, soit on payait le complément qui n'avait pas été payé, soit on renforçait les dispositifs sécuritaires dans la région. Ni l'un ni l'autre a été fait. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là. Mais encore une fois... je pense aussi que si le ministre délégué à la Défense doit aller dire qu'il est là-bas sous haute instruction du chef de l'État, c'est parce que lui-même est au courant du dossier. Et il sait très bien qu'il y a beaucoup de forces politiques en concurrence qui se posent les questions pourquoi subitement il y est. Je vous rappelle qu'il y a eu toute une famille qui a été enlevée avec des enfants à bas âge et le ministre n'y était pas. Donc voilà, je pense que tant qu'on va continuer à payer Boko Haram... Donc vous tentez de confirmer la thèse selon laquelle des membres camerounais seraient cachés derrière ces enlèvements? Quand il y a un enlèvement, soit on agit comme les Américains, on a les moyens d'agir comme les Américains, c'est-à-dire qu'on va, on frappe, on enlève, on part, et à la limite on filme même l'événement comme ils le font, comme ils l'ont fait à 3 reprises en Somalie. Et depuis lors, on ne touche plus aux Américains dans la région. Ou alors on se met à négocier, on essaye de payer, mais on utilise d'autres moyens aussi. Ou alors on envoie des gens aller faire payer la rançon et ils coupent la moitié en route et ils ne donnent que l'autre moitié à ceux à qui l'argent est destiné. Donc voilà, il faut prendre des décisions. Mais encore une fois, j'aimerais pas, je suis un peu... il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être dites, qui devraient même être dites, mais que je trouve que ce n'est pas le moment. Lors de cette émission parce qu'il y a encore 3 vies qui sont entre les mains de ces bandits
et ils peuvent bien être en train de nous écouter aujourd'hui. Donc je pense que ce n'est pas, tout comme Suzanne l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que la presse écrite qui ne devrait pas spéculer là-dessus, mais aussi des émissions comme celle-ci. C'est-à-dire je suggère qu'on passe à autre chose, parce que pour l'instant, malgré le fait que on a apparemment des forces sécuritaires un peu brouillonnes, parce que ça fait 3 fois qu'on enlève des étrangers au même endroit, presque à 20 km près, on devrait quand même les laisser travailler pour essayer de sauver ces vies-là. Et puis ensuite, finalement, après 3 fois, qu'on se mette à table, peut-être vous appelez une émission et qu'on en débatte et que les gens disent ce qu'ils ont sur le cœur et ce qu'ils savent. Très bien. On parlera d'autre chose dans un instant. Le temps peut-être de s'interroger avec Suzanne Kalalo-Bersu. Les mesures sécuritaires, la presse a semblé cette semaine beaucoup s'interroger sur toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement camerounais, des personnes, le renforcement ou bien le renfort des forces de police, de gendarmerie et autres, même du bâton d'intervention rapide à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria dans la zone septentrionale, et même les recrutements qui ont cours en ce moment. Je crois que le problème de fond, et c'est pour ça que je reviens au rôle de la presse, c'est que quand il y a des événements sociaux comme ceux-là, qui ont un certain nombre de caractéristiques, de réussir à bien les diagnostiquer. Qui, pourquoi, comment et avec qui. Je considère que cet enlèvement ou ces enlèvements, j'appelle ça de la délinquance domestique. C'est pour ça que je parle de petite délinquance, comme quand les grands bandits volent, braquent, etc. Et je pense que le dispositif pour ce type de problème n'est pas véritablement en place, ou du moins, il est tributaire de toutes les défaillances que l'on connaît entre Camerounais. C'est-à-dire, on vous confie une mission, vous ne la faites pas, ou vous la faites à moitié, et cela au mépris des conséquences que cela peut avoir. Et c'est vrai, je vois qu'on peut ne pas parler, c'est vrai, mais je pense qu'il faut aussi interpeller ceux qui étaient dans la chaîne intermédiaire en leur disant que ce qu'ils posent comme acte, ce petit acte de détourner de l'argent peut coûter la vie à quelqu'un. Et là, je reviens à la responsabilité de la presse. La presse fait du sensationnalisme et elle a toujours le hâte d'attaquer les institutions. Elle a raison d'attaquer le gouvernement, le système, mais elle doit interpeller les individus. Ces individus qui se lèvent un matin pour l'appât du gain, qui en attrapent d'autres, qui peuvent les tuer pour 200 000, 1 million, ou les autres individus qui, dans leur travail, savent très bien qu'il y a un deal et qui, s'ils ne respectent pas ce deal, il y a la vie de quelqu'un qui va être en danger. Je pense qu'il faut que la presse joue son rôle d'aiguillon. C'est important de rappeler aux citoyens, à quelque niveau de la chaîne qu'ils soient, qu'ils ont une responsabilité dans la sécurité. Mais pour finir maintenant, pour l'État camerounais, je pense que le phénomène d'enlèvement d'otages domestiques est un phénomène relativement nouveau. Il est récurrent au Cameroun, mais il n'y a pas qu'au Cameroun. Et le Cameroun n'est pas du tout organisé. La police de proximité chez nous n'est pas du tout organisée, pas suffisamment outillée. Donc il faut qu'elle soit. Ils ne sont pas armés. Et comme dit Joshua, dans les autres pays au monde, quand il y a prise d'otages, contrairement à ce que vous dites, Michou Moussala, on ne balance pas la rançon. On ne la donne pas. Si on la donne, c'est pour appâter. Mais on ne la donne pas juste pour satisfaire. C'est pour appâter et identifier quel type de personne il y a derrière. Mais nous, Camerounais, aucun scrupule, aucune réflexion, on balance. Mais si vous dites qu'on a pris un prêt la fois dernière et qu'on lui a donné 4 milliards, ces petits malfrats qui sont là, endormis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont y aller, sachant très bien quel est le mode opératoire de ceux qui vont payer. Michel Moussala. Donc, disons que je voudrais revenir un peu sur la phase selon laquelle je crois que mon ami Tulien s'est embourbé en disant que le journaliste devait se retrouver peut-être à la place avec les Boko Haram. Il attendait des éclairages là-dessus, voir les pistes et même être sur les lieux. C'est donner une responsabilité au journaliste qui n'est pas le sien, celui de vouloir donner une information, celle à laquelle on a même participé au rap, c'est ça qu'on attend peut-être du journaliste camerounais. Et puis sur la responsabilité, je crois que la presse a suffisamment donné des pistes. Aucune presse n'a fait les éloges de ces enlèvements. Au contraire, la manière, la posture dans laquelle la presse s'est retrouvée pour condamner cette attitude et la manière avec laquelle il faut déjà pouvoir interroger quels sont ceux qui négocient habituellement. Autant de questions que la presse s'est posée, puisqu'on a quelques noms des individus qui se sont retrouvés grands, qui sont
qui travaillent, qui sont dans le sérail et qui ont été des grands négociants dans le cadre des différentes libertés, des différents enlèvements. C'est de ça que la presse a parlé. Je ne vois pas le procès qu'on fera à la presse ici aujourd'hui pour savoir encore que la question que la presse s'est bien posée, où on sait bien que c'est à Marois, quand on connaît le jour, mais je n'attends pas que la presse soit en train de suivre les enleveurs, les petits bandits, où qu'ils sont, pour qu'on dise qu'ils ont emprunté telle piste. C'est la somme d'informations qui peuvent être comme une espèce de chute dans des rédactions, qui peuvent concourir venant du circuit formel et informel. Donc peut-être que je crois que c'est la somme de ces informations que la presse distille. La presse camerounaise à aucun moment n'a fait l'éloge de ceux qui viennent enlever. C'est peut-être la manière avec laquelle ceux qui sont appelés à gérer ces crises, pendant que nous entendions tous les jours que le Nigeria a bombardé tout un quartier pour faire libérer quelques otages. Et ici au Cameroun, on ne demande pas qu'on en bombarde. Mais des informations, par exemple, à notre possession, nous disent au jour d'aujourd'hui que ces hommes, ces prêtres qui ont été enlevés, ne sont pas encore sortis de Marois. Parce que, voilà, et la presse s'en tient au type d'information qu'on a, même si nous la mettions au conditionnel. Si vous permettez... Donc vous confirmez tout de même que c'est cette information qui est revenue dans la presse. On a parlé des banques camerounaises et même plusieurs personnes, vous le dites, dans le travail, qui seraient derrière ces enlèvements. Je dis vous dites bien, cette information a toujours été mise au conditionnel. Tout à fait. Et ce sont des pistes. Oui, si vous permettez, juste pour sortir. Le problème, c'est pas que la presse ne fait pas, c'est qu'elle fait mal. Et elle ne fait pas de façon rigoureuse compte tenu des enjeux. Sur ces questions-là, puisqu'il y a beaucoup de journalistes d'investigation, il arrive que des journalistes d'investigation aient pu aider la police, la justice à dévoiler quelque chose. Dans le cas d'espèce, la presse s'est focalisée sur ce que moi j'estime des questions secondaires. Mebengo a dit, Mebengo n'aurait pas dit. Non, ça c'est secondaire par rapport aux pistes à suivre et à inciter, y compris les autorités, pour ne pas rester dans un couloir. Parce qu'à force de vouloir éditorialiser même des questions aussi importantes, on finit par perdre l'importance. Ce que dit Tulen est fondé. Les journalistes d'investigation, ça existe partout. Dans plusieurs pays, ils ont aidé. Ils ont même aidé pour parfois... Mais Suzanne, c'est ça que passe la presse à faire dans le tas de ces enlèvements. Maintenant, Ghislaine Dumont, c'est Dupont qu'elle a... Dupont. Elle a été tuée pourquoi ? Parce que ce sont des journalistes qui ont travaillé, qui ont même permis de l'infiltration des milieux de certains milieux. Bien, merci. Aujourd'hui, excusez-moi, nous, on passe notre temps à faire la leçon aux autres, en leur disant, soyez courageux, foncez. Fonçons aussi. Ça fait partie de notre métier. Au lieu de rester enfermés dans ce que j'appelle une domestication de l'information. Non, on n'a pas domestiqué l'information dans le cas d'espèce. La domestication, c'est pas domestiquer au sens non. Je dis bien que tu parles de la domestication. Je dis bien que... Domestiquer, c'est pas contrôler. Non, écoutez, moi je dis... J'utilise ton terme. Non, j'explique le terme. Non, tu ne m'expliques aucun terme. Domestiquer, ça veut dire que tu ne m'expliques aucun terme. Veut dire que tu veux par là dire que la presse ne se déplace pas assez, la presse ne va pas sur le terrain. Mais c'est de ça que tu parles, Suzanne. Non, je pense que non, on ne domestique pas l'information dans le cas d'espèce. On se limite à ce que non, moi je dis que tu ne comprendras pas non plus. Ce n'est pas grave. Qu'on enlève un journaliste et nous saurons quand on se limite à un journalisme d'opinion et un journalisme d'investigation, c'est deux paramètres bien distincts. Donc, vous ne pouviez pas venir ici sur un plateau. Non, le journalisme d'opinion, je ne suis pas partisan. Je suis de ceux qui pensent que j'ai quand même dans ce pays fait des investigations sur un certain nombre de dossiers. On ne les voit pas. Hein, donc, bon, voilà, donc quand je parle de ça, je pense que je parle en homme averti. Suzanne, je ne dis pas que le journalisme d'opinion, je ne l'accepte pas trop, je ne l'épouse pas beaucoup. Nous sommes dans un domaine aussi sensible. Oui, le débat. Il m'a arraché la parole et il a arraché la parole. Il m'a arraché la parole. Est-ce qu'il veut que je fasse le bruit de la même façon? Est-ce que je dois lui arracher la parole? Nous sommes dans un domaine sensible où j'ai le devoir de te rappeler un certain nombre de choses. C'est pas parce qu'on crie qu'on prouve qu'on est bon. Alors, c'est un sujet qui vous a dépassé. Très chers journalistes tous les deux. Voilà un sujet qui l'a dépassé. On ne vient pas tenir un langage pour... C'est un sujet qui vous a dépassé. C'est donc à comprendre qu'entre vous, journalistes, vous avez également de la peine à vous comprendre et à vous écouter. À peut-être vous entendre également. Eh bien, cette actualité a également été évoquée par le président de l'Assemblée nationale. C'était bien à l'issue, ou bien à la sortie de la première session parlementaire de l'année 2014 qui s'est achevée il y a quelques jours à l'hémicycle de Ngouakele. Eh bien, la presse a évoqué les rendez-vous manqués de cette session de mars 2014, tout comme elle a parlé de sa
satisfecit à la fois du président de l'Assemblée nationale, Kavaïge Djibril, et du président du Sénat. On parle bien sûr de Massegna Difendi. Alors, la presse a-t-elle bien rendu compte de cette session, honorable Joshua aussi? Ben, c'est difficile de dire parce qu'il y a eu... la presse a eu diverses opinions sur le travail qui a été effectué à l'Assemblée nationale. Donc, il y en a qui ont été objectifs, il y en a qui ont été un peu moins. Mais en gros... L'objectivité, c'était à quel moment précisément? Quand ils disent que c'était une session pratiquement pour rien, je suis d'accord, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose. Les dossiers qui étaient attendus ne sont jamais arrivés, tout simplement parce qu'il y a eu trop de tensions internes. Et je pense qu'il y a le bureau ou alors l'exécutif n'a pas voulu prendre de risques pour présenter les projets de loi qui étaient attendus. Donc voilà, on a fait le travail qu'on a pu, mais il ne faut pas oublier qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a des bureaux. Et ces bureaux sont issus d'une majorité obèse du RDPC qui attend des instructions malheureusement de l'exécutif. Et quand il y a une certaine tension palpable à l'Assemblée nationale, pour le cas d'espèce dont je peux en parler, c'est difficile de travailler parce que l'exécutif ne veut pas prendre de risques. Alors, Suzanne Kalalobe, est-ce que la presse a finalement une matière à bilan au terme de cette session? On a beaucoup vu dans la presse ces articles qui rappelaient l'essentiel de ce qui a été entendu et même fait au courant de la session parlementaire. Franchement, je pense que ce que la presse a fait était maigre. C'était maigre, d'autant plus qu'au départ, c'est la presse qui a soulevé le problème de la rémunération, etc. Donc on aurait pu penser que tout au long de la session, la presse continue à enquêter sur cette question de la rémunération des députés, les objets de la colère, etc. On aurait pu penser qu'elle aurait pu ouvrir... C'était un micro-phénomène. Bien sûr, mais puisque la presse l'a pris pour elle-même, si elle était conséquente, elle devrait continuer à le développer. Elle ne le fait pas. C'est pour ça que je dis quelque part, il y a une manière de travailler qui est un peu superficielle, factuelle. On cherche à tout prix le scoop. Bon, maintenant, un député, lui, dit que la session a servi à rien. On peut interroger d'autres députés. À pas grand-chose. On peut interroger d'autres députés. Si c'est l'avis général de tous ces députés, ça veut dire qu'il y a un problème au sein de l'Assemblée. Ça encore, la presse ne tire aucune conclusion, ne dit rien. Elle fait comme ça des pirouettes et puis c'est terminé. Mais je pense que c'est une manière de travailler, c'est-à-dire dans laquelle on s'est habitué, une routine qui fait qu'un problème, un sujet, on ne le suit pas. Bon, à la décharge peut-être des journalistes de la presse écrite, ou même de la télé ou de la radio, les moyens pour se déployer sont rares. Et c'est pour ça peut-être que les journalistes devraient être ingénieux. Parce que c'est notre métier qui est en train de se... Alors, est-il facile de suivre quand même 30 jours? C'est facile si on est organisé. Le problème, dans tous les pays du monde, on est organisé. Les rédactions sont organisées. Il y a par exemple des journalistes affectés à suivre tel parti politique et les groupes et les attachés parlementaires. Il y a des journalistes affectés à suivre que les activités du bureau. Ça demande des moyens, pas seulement financiers, ça demande de l'imagination, ça demande surtout que les patrons, je ne mets pas tout sur le dos des journalistes, s'organisent et donnent de l'importance à chaque chose. Or aujourd'hui, les patrons ne donnent pas d'importance à l'actualité du pays. Donc les journalistes se débrouillent, ils travaillent avec des bouts de ficelle et ça donne les résultats que ça. Et ça donne que je viens tous les dimanches, une fois sur deux, maintenant, dire ce que je dis et que ça ne plaise pas à mes collègues. Mais c'est un fait. Si nous voulons que ça change, il faut en parler. Ça peut être moins qu'une fois sur deux, hein, Suzanne Kalalobe. Bon, d'accord. Alors, Michel Michaud-Moussala, finalement, selon Kalalobe, c'était... Suzanne Kalalobe était un maigre bilan effectué par la presse pour ce qui est de la session parlementaire du mois de mars. Est-ce que vous le pensez de cette façon? On a quand même eu, ou bien on a l'impression que comparativement aux sessions antérieures et même parfois aux législatures précédentes, il y a eu beaucoup plus de comptes rendus. On a évoqué ces questions orales des députés à l'Assemblée nationale. On a également parlé, curieusement, de ces indemnités, ces dotations automobiles, de ces projets de loi également déposés par le gouvernement. Je pense qu'il n'y a pas mieux que le député Joshua à nous donner un éclairage. La presse a parlé d'une session pour rien. Et je viens d'avoir l'affirmation, la confirmation venant
Un député. D'un député, je pense qu'il est mieux placé. La presse n'a fait que relayer l'information dont ils ont collecté. Suffisamment pour vous? Suffisamment, et je pense que de manière, pendant toute la session, la presse a relayé l'information, a donné l'information qu'il fallait aux citoyens, et que je ne pense pas qu'un seul instant qu'on vienne faire ici, établir les mécanismes qu'il fallait adopter pour que nous puissions avoir... On a eu à donner la parole ainsi qu'aux députés du RDPC qui ont donné la même... qui ont estimé que la session était une session qui n'a pas produit les effets escomptés et qu'aujourd'hui, qu'on en soit à venir dire que la presse ne s'est pas suffisamment déployée, peut-être qu'à la hauteur de celle qui estime que ça devrait se faire à sa manière. Les manières peuvent se faire juger de manière pas systématiquement, unilatéralement. Si on parle d'une section, d'un député qui déclare que la section a été négative et que la presse vienne créer l'information, je crois que la presse a relayé ces problèmes de rémunération, des crédits automobiles, c'est la presse qui l'a relayé, qui a donné l'information. Et aujourd'hui, le député Joshua vient à suffisance soutenir ce que la presse a fait. Je ne sais pas si cela devrait venir de quelqu'un d'autre. Alors, suffisant alors ce traitement de l'actualité par la presse Jean Cotulin et le député Joshua qui estime que c'était une session qui a servi à pas grand-chose. Vous qui avez suivi, peut-être, vous qui avez suivi également cette session telle que rendue par la presse, et même à la télé, en écoutant la radio, peut-être en discutant avec d'autres députés RDPC, est-ce que c'est bien l'impression que vous avez? J'accuse la presse de n'avoir pas fait preuve d'objectivité en ce qui concerne cette première session parlementaire. La preuve, la presse aurait dû faire preuve d'un minimum de bon sens, n'est-ce pas, pour restituer ce qui s'est passé au Parlement. Je voudrais rebondir un tout petit peu sur ce qu'a dit l'honorable vice-président du SDF en parlant de l'obésité quand il parle de la majorité obèse. Je voudrais lui rappeler que nous n'allons pas nous excuser, n'est-ce pas, d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, au Parlement. C'est la règle, c'est la loi démocratique, c'est-à-dire la majorité et l'opposition. Maintenant, il faudrait que l'honorable nous dise pourquoi, pendant cette session, c'est leurs conditions matérielles qui a prévalu. C'est la discussion, ils ont perdu suffisamment de temps pour parler des problèmes du règlement intérieur, venant surtout d'eux, c'est-à-dire de l'opposition, et c'est pas rien, mettre en place le bureau de l'Assemblée. C'est pas une mince affaire. Il y a eu 7 projets de loi qui ont été votés. C'est pas peu. Et je crois, pour ma part, qu'ils ont quand même fait ce qu'il fallait faire. Même si, au demeurant, au niveau de questions-réponses, de questions orales au gouvernement, il faudrait qu'eux, comme ils sont à l'Assemblée, qu'ils revoient un tout petit peu les modalités. Parce qu'en réalité, il faudrait que ces questions-là qu'ils puissent avoir la possibilité de relance de ces questions orales pendant que le ministre est en session, pendant qu'ils sont en session et que le ministre répond à la question orale, qu'ils aient la possibilité de rappeler le ministre et de lui poser cette question, parce que ça va permettre les parlementaires... Et par peut-être l'opinion puisse peut-être mieux comprendre. Qu'ils jouent pleinement le rôle du contrôle de l'exécutif, n'est-ce pas, que d'aller à l'Assemblée nationale, commencer à discuter à longueur de journée de leurs conditions et ne voient que leur nombril, alors qu'en fait, ils sont censés être au Parlement pour défendre l'intérêt national. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Honorable Joshua aussi, finalement, les députés sont pratiquement sur le banc des accusés. Les députés auraient-ils passé beaucoup plus de temps à parler de dotation automobile, de logement, de règlement intérieur, plutôt que de projets de loi? Nous ne sommes pas du tout sur le banc des accusés. C'est ça le problème quand vous ne faites pas le bon casting pour votre émission. Je signale simplement que tous les députés RDPC que nous avons contactés ont décliné cette invitation. Quand ils déclinent, vous laissez la chaise vide, vous n'invitez pas quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe ou qui dit une chose et son contraire. Tout à fait. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que ce que Suzanne déplore de la presse écrite, c'est la même chose aussi dans l'audiovisuel. Il faut avoir un minimum aussi de sérieux, c'est-à-dire que quand vous prenez des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, ça détourne un peu le débat. Mais je me réjouis quand même qu'il ait dit une chose et son contraire, c'est-à-dire il s'est posé la question pourquoi on se battait pour un règlement intérieur.
un nouveau règlement intérieur qui d'ailleurs est dans les tiroirs du président de la République depuis quelques années déjà, qui n'est pas sorti et qu'il ait dit qu'il regrette pourquoi on ne peut pas relancer les questions orales. Mais il s'agit justement du règlement intérieur. C'est pour cela que nous nous battons. Et je pense que nous sommes arrivés, en toute honnêteté, nous sommes arrivés à la session de mars, à la première session. Déjà, on s'attendait de débattre sur le règlement intérieur. Qui est très important pour d'autres raisons que les questions orales, mais les questions orales y font partie. On s'attendait aussi à ce qu'on essaye de nous éclairer sur la situation des députés par rapport à l'époque, par rapport aux sénateurs. Je crois que ça n'a jamais été fait. Nous sommes donc allés dans cette première session élire le nouveau bureau. Une fois que le nouveau bureau était élu, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des députés ordinaires et des députés extraordinaires. Ce n'est pas bien pour le fonctionnement de l'Assemblée. C'est-à-dire quoi, j'aimerais juste, j'y arrive. J'aimerais dire ici que les Camerounais ont élu des députés pour aller faire un certain travail. Et si les députés n'ont pas les moyens de faire ce travail, on aura une chambre qui sera une chambre d'enregistrement comme les dernières l'ont été depuis l'indépendance. Et je pense que c'est la première fois qu'on a un certain nombre de députés qui sont à l'Assemblée nationale pour véritablement travailler, pour véritablement faire le travail d'un député, c'est-à-dire légiférer et faire le contrôle de l'action gouvernementale. Et pour cela, il faut certains moyens. Et ces moyens, ce n'est pas au niveau de la dotation automobile. La dotation automobile, le débat autour de la dotation automobile n'était pas sur le montant. N'a jamais été sur le montant. Il a été mal interprété par des gens qui ont l'esprit un peu léger. La dotation automobile, c'était le problème des députés, c'était qu'on leur donne un montant adéquat pour pouvoir acheter un véhicule et que ce montant soit le même pour tous les députés et pas qu'il soit supérieur pour des députés qui sont membres du bureau parce qu'on est membre du bureau pour une année seulement. Donc vous ne pouvez pas recevoir de l'argent pour 5 ans alors que vous avez un mandat d'1 an. C'est comme si on nous payait, nous, députés, des dotations pour 5 mandats, alors que le peuple nous a donné un seul mandat. Donc c'est pour qu'il n'y ait pas d'argent qui soit distribué inutilement, qui soit redistribué normalement à tous les députés, qu'il y a eu ce débat. Mais ce débat ne fait que partie du débat du règlement intérieur, qui est beaucoup plus important, parce que je suis membre de la commission des finances et vice-président de cette commission-là, et nous avons besoin que le règlement intérieur soit adapté parce que pour l'instant, le gouvernement camerounais est dans l'illégalité totale. Parce que la loi portant régime financier de 2007 dit très bien que la période transitoire s'arrête au 31 décembre 2013. Nous sommes en avril 2014. Et par exemple, les dispositions les plus importantes pour le contrôle de l'action gouvernementale, qui est celui des rapporteurs spéciaux et du rapporteur général des recettes et des rapporteurs spéciaux qui s'occupent des dépenses, n'est pas mis sur pied. Et pour tout ça, il faut des moyens. Et vous savez, aujourd'hui, on est dans un budget programme. S'il vous plaît, on est dans un budget programme. Et ce budget programme nécessite la mise en place de ces rapporteurs-là, parce que auparavant, ou même cette année, malheureusement, contrairement à la loi, le ministre des Finances pouvait venir nous dire que les recettes de la douane, c'est 500 milliards, et l'Assemblée travaillait sur ces 500 milliards. Mais dans les dispositifs de la loi portant régime financier de 2007, ça ne devrait plus être le cas, c'est-à-dire qu'il y a des membres de la Commission de finances qui devraient s'assurer que la douane produit effectivement 500 milliards et pas 1000 milliards et pas 800 milliards pour travailler là-dessus. Donc il y a tout ça qui était très important pour nous pour mettre sur pied. Mais qu'est-ce qui peut donc justifier que ce règlement intérieur n'a pas été revu, que le bureau parce qu'il y avait une grogne à l'Assemblée nationale, je suppose, je ne sais pas, il faudrait poser cette question au président de l'Assemblée nationale ou à l'exécutif qui envoie les projets de loi, parce que ce n'était pas une proposition de loi, mais un projet de loi qui a été élaboré à l'Assemblée nationale, envoyé ensuite au niveau de l'exécutif pour avoir le quitus au vu du fait que la majorité
Mais je ne dis pas que c'est contraire à la démocratie, mais qu'on a une majorité obèse qui va avoir le quitus de sa hiérarchie politique. Malheureusement, ce règlement intérieur n'est pas encore revenu et donc bloque le travail parlementaire pour l'instant. Et on a cru, on a espéré, on a prié que ça revienne au moins avant le 9 avril, et ça n'a pas été le cas. Mais j'aimerais dire ici que cela n'enlève en rien cela n'enlève en rien le fait que nous avons fait notre travail. Les Camerounais ne le savent peut-être pas, mais pendant cette session, le groupe auquel j'appartiens et moi-même, nous avons fait 4 propositions. Nous avons fait 4 propositions de loi. On y reviendra dans un instant. On aura le temps de passer la parole à Suzanne Kala-Lebel. Impatiente. On vous écoute. Non, c'est juste quand je vois qu'il a pris 10 minutes, 10, pour nous expliquer. Alors, attendez, laissez-moi, je vais vous expliquer. Vous n'avez pas votre temps de parole. Il a pris 10 minutes. Merci de l'utiliser. Laissez-moi m'expliquer. Vous n'aurez pas 10 minutes non plus. Il a pris 10 minutes pour nous expliquer le travail. Et ça veut dire qu'ils ont travaillé pendant toute cette session. Et quand je regarde le contenu maigre de la presse, c'est pour ça que je dis il y a une absence de rigueur. Et cette absence provient de quoi? Tant qu'on dira que l'Assemblée, ce n'est qu'une chambre d'enregistrement, ça n'intéressera pas la presse. Or, c'est un lieu de vie avec les contradictions de notre démocratie et ses limites. Et je pense que tout ce qu'il dit, nous devons le savoir. Les citoyens doivent le savoir, puisque ça fait partie de l'élaboration et des conditions dans lesquelles notre travail, notre système politique se renforce. Je suis tout à fait d'accord. C'est en ce sens que je trouve que la presse est en deçà de sa mission. Dès qu'on a décidé qu'il n'y a rien à l'Assemblée nationale, on occulte totalement toute une partie de la vie. Et on doit dire, Monsieur Michaud Moussala oppose journalisme d'opinion à journalisme d'investigation. Les deux sont nécessaires. Mais quand des gens prétendent faire de l'investigation, ils ont la responsabilité d'être minutieux. C'est tout ce que je dis. Minutieux, ça veut dire assumer et ne pas empiéter sur nous, les journalistes d'opinion, qui passons notre temps à donner l'opinion. Pour finir, la presse, les médias, que ce soit les médias écrits, radio, télévision, nous nous sommes enfermés dans un travail paresseux. Parce qu'on n'est pas d'accord avec le système, on ne va pas dans ce qui se passe. Une assemblée se passe, il y a une nouvelle cuvée de députés, c'est une situation sociologiquement nouvelle. Les Camerounais doivent savoir qu'est-ce qui se passe. Pas seulement dire que ça se passe mal. Mais comment ça se passe mal? Alors finalement, est-ce que l'opinion a été suffisamment informée de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat, Michel Moussala? Je pense pour ma part que l'opinion a assez été informée de ce qui s'est passé pendant cette Assemblée, même ce qui s'est passé entre le Parlement et le Sénat. Je ne trouve pas assez de mots pour dire que je ne sais pas comment est-ce qu'on aurait souhaité quantifier ce type de boulot, parce que à la lecture d'un certain nombre de journaux, je pense que si je m'étais limité à ne pas avoir des collaborateurs qui avaient pour base l'Assemblée ou le Sénat, je me serais contenté de ce que toute la presse a donné a relayé comme type d'information. Je pense pour moi que c'est suffisamment édifiant, parce que la presse a conclu en disant que c'est une assemblée pour rien. Et je pense, je continue à le dire, que les gens ne vont pas se substituer à la place des autres. Le journaliste demeure journaliste et il reste celui qui essaie de voir dans quel cadre il peut recueillir la bonne information pour ses lecteurs. Et le député à l'Assemblée qui est ici est assez précis pour nous dire un peu le type de travail qui a été fait. Il a lui-même dit que ce travail n'a pas été consistant. Ils attendaient des lois, ils attendaient des projets de loi pour qu'ils amendent et qu'ils donnent un avis là-dessus. Ils ne l'ont pas eu et les citoyens camerounais attendaient de recevoir ce type d'approche. Et la presse l'a relayé de cette manière. Je ne sais pas, peut-être qu'on va me réapprendre un peu ce qu'il faudrait faire. Mais je pense. Donc, j'attends de recevoir peut-être des leçons. Je pense que il y a des enseignants et des enseignants. Finalement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à l'Assemblée nationale. Vous avez, et les téléspectateurs ont suivi l'honorable, et avec attention, l'honorable vice-président. Et vous pensez qu'en 10 minutes, je ne pense pas que c'est beaucoup, ça veut dire qu'il y a eu du travail au sein de l'hémicycle. Ils ont travaillé. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. C'est ce que j'ai dit. Et je n'ai pas besoin d'être député ou d'être à l'Assemblée nationale
Moi, je suis dans un parti et je sais, et tout le monde le sait, que quand il y a une session parlementaire, le minimum de bon sens et le minimum d'honnêteté intellectuelle pour un militant d'un parti, c'est de chercher à savoir ce qui se passe au sein de l'hémicycle. Et c'est ce que moi j'ai fait. Et je vous ai dit tantôt que j'accusais la presse de n'avoir pas fait preuve d'un minimum d'objectivité en ce qui concerne la restitution des commentaires ou des travaux qui se sont passés au sein de l'hémicycle. Et le vice-président, honorable Joshua, prend la parole pour faire savoir que je n'avais pas l'outil nécessaire pour étayer ce quoi j'avais parlé. Qu'il aurait mieux fallu que cette chaise soit vide et qu'il n'y ait pas de représentant du RDPC. C'est ce qu'il a dit. Et il reprend, et il rebondit, et pendant 10 minutes, il a pu prouver et édifier les téléspectateurs qu'en réalité, ils ont travaillé. Même s'il y a eu des manquements, mais ils ont quand même travaillé. C'est cela. Je crois savoir que ce n'est pas le procès de la presse, à ce que je sache. Mais je ne suis pas en train de faire le procès de la presse. Non, nous sommes dans un débat. Je pensais que nous devions donner des éclairages à nos téléspectateurs. Vous permettez, je ne suis pas procureur. Je ne suis pas procureur. À ce que je sache, ce n'est pas le premier parti que M. Tulien a parlé. Et ne donne pas des éloges d'un parti. Michel Michaud, s'il vous plaît, avant de passer la parole à l'honorable Joshua, juste une question. Suzanne Kalalobe, Michel Michaud Moussala, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avancer? Alors, très bien. Alors, on va, si vous me permettez, on va avancer. J'allais justement poser une question à Jean Cotulin des explications que l'on a entendues tout à l'heure de l'honorable Joshua aussi. Il transpire tout de même ce que la presse avait relevé il y a quelque temps, de ce que l'exécutif semble être beaucoup trop proche du législatif. Est-ce que ce n'est pas finalement l'impression que vous avez lorsqu'on écoute tout de même ce qui a été fait à l'Assemblée nationale? Je vous réponds que ce n'est qu'une impression. Alors, il n'y a pas beaucoup la main de l'exécutif derrière le législatif? Mais posez la question à l'honorable, il vous dira. Pourquoi voulez-vous que je vous dise qu'il y a la main? Mais c'est lui qui voit une main invisible. C'est lui qui voit une main invisible. Et puis de toute manière, c'est de bonne guerre. Qu'il y ait une main, qu'il n'y ait pas de main, mais il aura toujours à avoir une main. Parce que ça participe à ce qu'ils appellent... La discipline du parti. Non, pas la discipline du parti. Pas la discipline du parti. C'est le politique. C'est ce que vous appelez la politique que vous faites pour ne même pas amener les Camerounais à comprendre en réalité ce qui se passe. Et je vous dis que cette main invisible, elle est invisible. Pour ma part, moi je ne la vois pas. Alors, ça ne se voit pas finalement, honorable, sur l'exécutif, sur le législatif. Vous avez également l'impression que je regrette. Pourtant, vous dites qu'il y a des projets qui sont bloqués dans les tiroirs de la présidente de la République, attendant d'être portés à l'Assemblée nationale. Je regrette que j'ai pris, comme ils le disent, 10 minutes. Bon, j'ai pas la même montre qu'eux. Pour expliquer qu'on n'a rien fait. Qu'on me dise aujourd'hui que parce que j'ai expliqué pendant 10 minutes, on a fait quelque chose. J'ai été élu pour légiférer et contrôler l'action du gouvernement pour améliorer le quotidien des Camerounais. Je pense qu'on était assis pendant 30 jours à l'Assemblée nationale. On n'a pas fait grand-chose pour améliorer le quotidien des Camerounais. Et c'est aussi simple que cela. Quand on sort de nos 30 jours de session et qu'on peut démontrer qu'on a fait quelque chose pour améliorer le quotidien des Camerounais, ça veut dire qu'on a travaillé. Quand on sort bredouille, il faut le dire, on sort bredouille. Le fait de s'asseoir pendant 30 jours, de discuter pendant 30 jours et de sortir les mains vides ne veut pas dire qu'on a travaillé. C'est comme aller au champ le plus lointain où on a marché 5 heures pour arriver, on boit un verre d'eau, on marche 5 heures pour revenir, on n'a rien fait au champ. Donc, qu'on ne vienne pas m'apprendre ici sur ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Alors, vous semblez pourtant dire tout à l'heure que le SDF a pourtant fait 4 propositions de loi. Nous avons fait des propositions de loi. Je pense que ces propositions de loi, comme toujours, n'ont pas été présentées à la conférence des présidents. Le règlement intérieur que nous voulons changer, que nous attendons justement pour pouvoir changer, dit que cette proposition de loi peut passer jusqu'à 3 fois. Donc nous espérons qu'au plus tard, en novembre, les propositions de loi passeront. Nous avons fait une proposition de loi
modifiant et complétant la loi de 92-007 portant code de travail, parce que nous trouvons que le salaire minimum au Cameroun est une injure aux Camerounais, qui est de 28 200 francs aujourd'hui. Et nous avons proposé de transformer ça en salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui est arrimé au taux d'inflation réel et qui serait fixé de telle façon et graduellement, parce qu'on nous dit toujours qu'il n'y a pas d'argent, donc il sera arrimé graduellement à ce que nécessite une famille avec 2 enfants pour vivre dignement pendant 1 mois. Je ne veux pas parler des montants ici, mais je crois, si je me rappelle bien, cette proposition de loi amène le salaire minimum à l'horizon 2020 ou 2021 autour de 160 000 francs. Nous avons fait une proposition de loi modifiant et complétant la loi 2012-001 portant code électoral pour demander le bulletin unique. Le président de l'Assemblée, le président de l'ECAM nous a dit qu'il n'avait rien contre et que c'était la bonne chose à faire. Nous l'avons fait parce que nous pensons aussi que c'est la bonne chose à faire. Nous avons fait la proposition de loi modifiant et complétant la loi 2004-17. Laissez-moi en parler, parce que c'est ça qui est important, c'est ce qui n'a pas été dit. Très bientôt, honorable. D'orientation de la décentralisation pour enlever enlever les délégués du gouvernement des 14 plus grandes villes du Cameroun et pour que ce soit des maires élus qui gèrent les villes. Et nous avons aussi présenté une proposition de loi modifiant et complétant la loi sur la nationalité, parce que nous pensons qu'il y a trop que nos compatriotes sont trop nombreux à l'extérieur, qui souffrent des mauvaises dispositions de cette loi qui, en son temps, en 68, avait été mise en place pour barrer la voie aux UPCistes. Et on a fait une proposition. Et on va terminer, honorable. Et je termine. On a fait une proposition de résolution pour une enquête parlementaire sur l'acquisition des 2 aéronefs chinois pour le compte de la Cameroun Airlines Corporation. De la Cameco. Alors, des propositions de loi, vous dites, on espère que ces propositions vont passer d'ici à la session du mois de novembre. Peut-être on se retrouvera pour reparler un peu plus longuement de ces propositions de loi. Eh bien, j'ai deux choses. Jean Kalalobé et Jean-Claude Chulin, on va avancer, si vous le permettez, vers la 3e thématique. Je préfère plutôt de la parole à Jean-Claude Chulin. Non, mais j'ai 2 choses à dire, s'il vous plaît. Juste 30 secondes. Je vais donner, vous permettez, j'ai 2 choses à dire, dire, s'il vous plaît. je n'ai pas l'habitude de faire, le plateau, mais je vais le faire. Je vais donner l'extrait. Permettez d'abord Jean-Claude Chulin de parler. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je suis obligé de faire cela. Très bien. C'est le journal Le Messager qui date du 10 avril 2004, qui rend compte de la session parlementaire, et dans son papier, ils ont interviewé des députés. Et je vais vous donner la position du député de l'UDC, Tamenou Ndamjoya, député UDC. Voilà ce qu'elle dit. C'est une session qui a rempli ses missions parce que nous avons mis sur pied le bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons également adopté cette loi et participé à des ateliers de formation, d'éducation et de plaidoirie. Voilà ce que dit un député de l'opposition. Juste voilà. C'est donc pour confirmer que beaucoup de choses... C'est pour confirmer. C'est suffisant. Je ne reste pas longtemps, 30 secondes. 30 jours, c'est la Première chose, c'est 450 s'il vous plaît, en 30 secondes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Première chose, contrairement à ce que M. Michel Moussala dit, cette émission, telle qu'elle a été proposée, on ne revient pas sur évaluer l'actualité. Deuxièmement, madame, s'il vous plaît, je peux faire le même désordre, s'il vous plaît. Deuxièmement, à propos de ce que monsieur... Si vous permettez bien, on va terminer cette émission, Suzanne Kalalobé. Est-ce qu'on peut avancer finalement? Aussi dit, par exemple, il a dit tout à l'heure sur cette session parlementaire qu'ils n'ont rien fait et que lui n'était pas content. Je voudrais que le peuple n'ait pas l'illusion qu'il suffit d'une seule session parlementaire pour changer le rapport des forces et changer les lois. C'est une bataille continue. Il ne faut pas faire croire aux gens. Je vous ai laissé parler. C'est pas vous qui m'avez laissé. Moi, je vous ai laissé parler. Si vous avez terminé, Suzanne Kalalobé, on va, si vous le permettez, avancer. On va terminer cette émission en évoquant tout de même en quelques minutes. Jean-Claude Chulin, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avancer? Il nous reste
très peu de temps à passer ensemble et je vous propose d'évoquer tout de même cette commémoration 20 ans après le génocide rwandais. Et on est à se demander si c'est finalement l'heure de vérité. La presse a beaucoup fait écho des déclarations de Paul Kagame, le président rwandais, qui, une fois encore, a accusé la France, Suzanne Kalalobe. La presse camerounaise est en dessous de la tragédie du Rwanda. Et c'est pour tout au long de l'émission, j'ai dit qu'on n'était pas organisé pour... Je crois qu'on ne prend pas trop souvent notre métier au sérieux. Et parfois, le fait qu'on soit critique les uns vis-à-vis des autres aurait permis qu'on avance. Malheureusement, ça n'avance pas. Je dis que la mise en perspective de ces 20 ans aurait permis aux Africains de comprendre. Parce qu'on est en train de vivre quelque chose, c'est peut-être pas encore un génocide, mais d'analogue en RCA. Et à force de prendre les choses à la légère, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Le dossier, à mon avis, sur les 20 ans de génocide, aurait dû comprendre effectivement la chronologie des faits, les fondements historiques, mais surtout faire une espèce de retour en arrière, parce que nul n'est sûr que ça ne reviendra pas. Dans Jeune Afrique, qui est sorti cette semaine, qui a fait un dossier intéressant sur ce que Kagame dit, le rapport du nouveau président avec la communauté rwandaise en exil, et dedans, il y a quelque chose de très très important qui doit nous mettre la puce à l'oreille. C'est un politologue congolais ou zaïrois qui s'appelle Jean-Paul Kimonyo, qui dit qu'en 1963, à Dikongoro, il y avait déjà eu une forme de génocide. Qu'il y avait, pas une forme, les soldats des milices Inzie, qui sont des milices Tutsi, qui étaient descendus au Rwanda et au Burundi, et qu'on a organisé l'extermination, c'est ça, des Tutsis. Donc pour nous, Africains, que la France soit mêlée ou pas, c'est un problème, je suis d'accord. Mais pour nous et pour la presse africaine, il faut qu'on démonte tous les mécanismes intra-africains qui ont produit le génocide. Parce que bon, là, ils disent que c'est les Belges, ils disent que mais nous sommes responsables. Nous ne sommes pas des enfants que l'on manipule à s'entretuer comme cela se passe actuellement en Centrafrique. Donc je veux bien qu'on rie, je veux bien que M. Moussala fasse la polémique, mais je veux dire que notre travail impose une certaine solennité, c'est-à-dire une gravité et plus de rigueur. Et c'est passé comme ça. C'est-à-dire Jeune Afrique a mieux fait que nous. Alors que c'est vrai que c'est un hebdomadaire qui a des moyens, mais ça nous concerne, d'autant que nos voisins à côté, c'est pas facile ce qui se passe. Michel Moussala, beaucoup de dossiers quand même, et on a quelquefois vu, on évoquait tout à l'heure ce dossier consacré à ces 20 ans. On peut citer par exemple le journal Mutation qui évoquait ces déclarations des Français, qui a également parlé de cette origine entre Hutu et Tutsi, et quelquefois établit aujourd'hui la croissance du Rwanda après toutes ces années. Ben oui, mais c'est un volet dont tu as été traité par, en accordant déjà des interviews. J'ai vu des interviews dans Mutation et dans Le Messager. On a interrogé quand même. Également dans la Nouvelle Expression. Également dans la Nouvelle Expression, il y a eu des interviews et des réfugiés et des hommes politiques. Hein, et même quelques acteurs qui ont vécu en 1994 ce génocide rwandais. Peut-être que la presse n'a pas, comme dit pour une fois qu'Allah, nous ne sommes pas déployés peut-être au Rwanda afin d'avoir la substance réelle de ce qui s'est passé. Peut-être que les moyens aussi à déployer, mais je crois quand même que la presse camerounaise a traité ce sujet 20 ans, et puis c'est pas l'affaire ne se limite pas à 2 jours. Ils ont dit qu'ils ont 100 jours pour célébrer le génocide rwandais. Donc on a encore du temps pour essayer de fouiller et donner d'autres informations liées à ça. On ne s'arrête pas en si bon chemin, parce que la presse en elle-même, la presse camerounaise, je crois pour ma part, qui a traité ces informations, je crois qu'ils ont assez donné. Ils ont donné ce qu'ils ont pu donner, et je crois que je leur tire chapeau. Alors, il fallait donc peut-être que l'on en arrive là pour que les uns et les autres comprennent effectivement ce qui s'est passé en 1994. Jean Coutulet, est-ce qu'on est suffisamment renseigné finalement sur le génocide rwandais? Je crois qu'on est suffisamment renseigné. Il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus, et il y a même eu un film qui a été tourné. Même les Américains, je crois, ont fait un film là-dessus. Mais en fait, je veux simplement dire que le génocide, c'est la plaie du XXe siècle en Afrique. Hein. Et puis, il faut simplement que les Africains apprennent à écrire leur histoire avec un grand H, au lieu de l'écrire sur le sang de leurs frères.
Et moi, je pense, pour ma part, qu'il faut que les Africains commencent à adopter l'attitude de Mandela, qui privilégie la tolérance et le pardon. Parce que on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Et on est à côté là, on voit ce qui se passe en République centrafricaine. Même s'il y a des mains invisibles, il faudrait que les Africains commencent à devenir des gens responsables, qu'ils ne se laissent pas manipuler. Parce que quelque part, on est toujours en train de dire qu'ils sont manipulés, ce sont les intérêts du sous-sol ou bien qui intéressent plus ou moins l'Occident, qui les amène à manipuler les dirigeants, parfois même monter des gens pour venir créer tout un problème ou un désordre dans le pays. Bon, moi je crois qu'il faudrait que les Africains commencent à réfléchir pour eux-mêmes, pas pour les autres. Alors, pensez-vous, Joshua, aussi que finalement, la presse s'est servie de ce génocide rwandais ou même de cette commémoration pour expliquer la situation qui prévaut en République centrafricaine et peut-être prémunir le Cameroun de ce qui peut arriver? Écoutez, ce qu'elle le souhaite, apparemment pas. Bah écoutez, déjà je pense que s'il y a eu l'écho de ce 20e anniversaire du génocide rwandais, c'est aussi à cause de la position du président Paul Kagame dans son interview de Jeune Afrique, qui a été largement relayé, notamment par les organes de presse français. Donc je pense que s'il n'y avait pas eu cet incident, ça n'aurait pas fait la une. Mais je pense que plus que cela, il faudrait qu'on réfléchisse, et je crois que sur les erreurs que le Rwanda commet encore jusqu'aujourd'hui, de vouloir gérer la justice transitionnelle à travers les tribunaux. Et je pense qu'on est en train d'entrer dans le même cercle vicieux en RCA, en envoyant un procureur là-bas. Et qu'on le veuille ou pas, le Cameroun devra passer par une période de justice transitionnelle qui sera douloureuse. J'espère qu'il n'y aura pas d'effusion de sang, et je travaille tous les jours pour que ça n'arrive pas. Et il faudrait qu'on apprenne de ce qui s'est passé ailleurs. Et je pense qu'à mon humble avis, la meilleure justice transitionnelle qu'on ait vue sur le continent a été exécutée au niveau du Bénin et de l'Afrique du Sud avec le COSATU. Et donc, on devrait comprendre qu'on ne peut pas régler un problème comme on veut le régler en Côte d'Ivoire ou en Centrafrique, même avant la fin, en réglant le problème, c'est-à-dire en réglant un conflit avec un juge. On ne peut qu'en régler un conflit par le dialogue, et il faut faire des concessions. Et par la suite, maintenant, une fois que le conflit est réglé, s'il y a lieu de poursuivre des génocidaires, de poursuivre d'autres, le faire. Mais du moment où il y a un vainqueur et un vaincu, et que le vaincu est traqué par la justice, dans un conflit, il n'y a personne qui est innocent. Vous ne pouvez pas me dire que Paul Kagame a repris le dessus sans effusion de sang. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a une guerre qui est légitime et une autre qui ne l'est pas. Donc il est important de pouvoir regarder ce qui se passe là-bas. Je m'adresse à la presse, et prémunir déjà, ou essayer de voir ce qui va arriver au Cameroun dans les années à venir, très proches, et qui pourrait, ça va venir, qu'on le veuille ou pas, ça va venir. Donc vous êtes l'élément déclenchant. Je souhaite que ce soit sans effusion de sang, mais il faudrait une justice transitionnelle. Vous êtes l'élément déclenchant, puisque vous dites. Alors, merci, on va donc s'achever, on va donc s'arrêter là-dessus. C'est peut-être là, en tant que l'honorable de choisir, c'est peut-être là la leçon que l'Afrique doit recevoir du Rwanda. Merci à vous, messieurs. Merci à Suzanne Kalalobe d'avoir été là ce dimanche. Merci à Jean Cotulin d'avoir accepté cette invitation. Merci également au directeur de publication d'Europe Plus, Michel Michaud-Moussala, d'avoir été là ce dimanche. Merci. Et merci également à l'honorable Joshua aussi pour toutes ces explications. Merci surtout d'avoir accepté cette invitation. Madame, je vous dis également merci de nous avoir suivis ce dimanche. La discussion peut bien sûr continuer sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous dimanche prochain. À très bientôt. Au revoir.